Bonjour, nous allons vous présenter un article qui porte sur l'effet des indices vocaux sur le discours d'enfants francophones atteints de dysarthrie. Voici le plan de notre présentation. Alors, nous allons commencer par vous expliquer pourquoi nous avons choisi cet article. Donc, en 2017, une étude similaire a été réalisée sur une population d'enfants anglophones atteints de dysarthrie due à une paralysie cérébrale. Et on a pu voir que des résultats significatifs ont été observés au niveau de l'intelligibilité de leur discours grâce à de simples indices vocaux qui concernaient l'articulation et l'intensité vocale. Nous avons par la suite pu voir qu'une nouvelle étude sur ce sujet avait été publiée en 2020 et cette dernière, qui est donc l'étude que nous avons choisie, nous apporte quelque chose de novateur et de très intéressant pour notre pratique clinique, puisque l'étude s'applique cette fois-ci sur des enfants belges francophones. Donc le but, c'est de voir si les effets significatifs retrouvés dans la première étude peuvent se généraliser à la population cible de notre pratique clinique. De plus, dans l'article publié en 2020, les auteurs nous expliquent que les stratégies de rééducation de la parole sur l'intelligibilité sont très peu considérées dans la littérature et que c'est encore plus le cas quand il s'agit d'une population d'enfants dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Et enfin, ce sont des outils qui sont très peu coûteux et qui sont faciles à mettre en place. Alors, donc le premier indice de l'étude vise à améliorer l'articulation des enfants. Donc, on leur demande simplement de parler avec une grande bouche. Et le second vise l'amélioration de l'intensité vocale. Donc, on leur donne comme consigne de parler avec une voix forte. Au niveau du contexte de l'étude, la population est composée de 11 enfants dysarthriques. Leur âge varie entre 4 ans, 11 mois à 17 ans. Et donc, on leur a demandé de répéter 3 phrases et 15 mots qui sont des paires minimales à l'aide de consignes verbales et de consignes visuelles. Et donc, le matériel verbal devait être produit dans 3 situations différentes. Donc, d'abord en conditions normales, ensuite en leur demandant de parler avec une grande bouche et enfin en leur demandant de parler avec une voix forte. Ici, vous pouvez voir donc les phrases qui sont issues du Test of Children's Speech, ainsi que la liste des mots, donc qui sont des paires minimales, qu'on leur a demandé de répéter dans une phrase porteuse. Ensuite, les chercheurs ont demandé à 66 personnes d'écouter les enfants dans ces 3 situations et de réaliser 2 tâches. La première consistait à écrire orthographiquement les paires minimales prononcées par les enfants et la deuxième consistait à évaluer l'intelligibilité des phrases et des mots qui étaient calculés en un taux d'intelligibilité grâce à une échelle visuelle analogique complétée par les participants. En ce qui concerne les mesures acoustiques, ils ont mesuré le niveau d'intensité en décibels, la durée en secondes, les mesures moyennes de F1 et F2 sur différentes voyelles. Voilà, maintenant passons aux résultats de l'étude. Concernant la durée des mots, les indices de grande bouche et de voix forte augmentaient sensiblement la durée comparément à la condition habituelle. Pour le niveau de la phrase, l'indice de grande bouche avait le plus d'effet sur la durée suivie de l'indice de voix forte. Alors, de manière générale, au niveau de la durée des mots, de plus grands effets étaient trouvés dans l'étude de Lévy, de même qu'une durée plus élevée pour les phrases. Pour l'intensité, que ce soit au niveau des mots ou des phrases, les indices de voix forte et de grande bouche étaient jugés efficaces. Concernant les formants, contrairement à l'étude de Lévy 2017, on note une augmentation significative des formants 1 grâce aux indices, ceci entraînant un plus grand déplacement de la mâchoire et de la langue malgré le manque de mobilité linguale des enfants ayant une paralysie cérébrale, ce qui a pour effet d'augmenter aussi le formant 2, bien que ce ne soit pas significatif. Au niveau perceptuel, les indices de grande bouche et de voix forte augmentaient au niveau du mot l'intelligibilité et le pourcentage de mots transcrits correctement augmentait avec les 2 indices, mais n'était pas significatif. Au niveau de la phrase, l'intelligibilité s'élevait davantage lorsque les enfants s'exprimaient avec la condition de grande bouche. Mais on observe que pour les phrases, il n'y avait pas de différence significative des conditions de parole sur l'intelligibilité. Alors, nous arrivons à la discussion. Donc, parmi les limites de l'étude, donc Lévy et Hall en relèvent eux-mêmes un certain nombre. En effet, l'échantillon est très petit et le profil des enfants testés diffère beaucoup au niveau de leur âge, du type de la dysarthrie et de la gravité de celle-ci. D'autre part, les auteurs écoutent un nombre important de fois les mêmes phrases, ce qui peut constituer un biais de jugement perceptif. Et enfin, nous ne connaissons pas les effets de ces stratégies à long terme. En conclusion, il existe une importante variabilité dans les performances des enfants. Les indices ont des effets sur l'amplitude articulatoire et l'intensité vocale. Ils augmentent la durée et l'intensité des mots et des phrases, bien que, comme on l'a vu, les effets des indices varient en fonction du contexte. Ces changements améliorent surtout l'intelligibilité au niveau du mot, bien que le pourcentage de mots correctement transcrits ne soit pas significatif.
Cette étude permet ainsi d'établir qu'il existe des différences au niveau des effets sur des indices sur la parole avec le modèle adulte francophone donné aux enfants et la parole des enfants anglophones. En effet, en français, le stress ne se place pas sur chaque mot comme en anglais, ce qui a pour incidence de diminuer l'efficacité de l'indice de grande bouche au niveau du mot. Alors, nous avons repris ici les points qui nous semblent importants à retenir pour notre future pratique clinique. Donc, cette prise en charge nous donne des outils supplémentaires à moindre coût que l'on peut utiliser dans la clinique pour travailler sur l'intelligibilité des enfants dysarthriques. Nous retenons aussi que les enfants plus âgés et avec des dysarthries moins sévères bénéficient mieux de ces indices, mais étant donné la taille de l'échantillon, il est difficile de généraliser ces observations, donc nous restons prudents. Et nous avons également pris conscience des limites quant au fait d'utiliser dans la clinique des études anglophones pour la prise en charge d'enfants francophones, car les résultats ne sont pas toujours généralisables. Voici notre bibliographie et nous vous remercions pour votre attention.